Qu'est-ce qui ne peut que grandir et jamais rétrécir? On peut dire que presque tout ce que vous pouvez imaginer. Qu'il s'agisse des animaux et des plantes sur Terre ou des différentes planètes dans l'univers. Sous une intervention forcée. Tout cela peut, en fin de compte, devenir plus petit. Cependant, il existe une chose que vous ne pouvez pas faire rétrécir, même en mobilisant toute la puissance de l'univers. C'est le trou noir. Cela est lié à une loi de surface proposée par Hawking. À savoir que la surface de l'horizon des événements d'un trou noir ne diminue jamais. Que le trou noir engloutisse de la matière. Ou que deux trous noirs entrent directement en collision. La surface finale du trou noir ne fera qu'augmenter ou rester inchangée. Mais elle ne diminuera jamais. Quoi? Vous dites que le rayonnement de Hawking fait s'évaporer les trous noirs. C'est un problème d'un autre niveau. Nous en reparlerons à la fin de la vidéo. La loi de l'ère des trous noirs remonte aux années 1970. À un tout nouveau domaine de recherche sur les trous noirs. La thermodynamique des trous noirs. Elle possède même 4 lois de la thermodynamique des trous noirs correspondant aux 4 lois classiques de la thermodynamique. La première est la loi 0 de la thermodynamique. Elle stipule que, dans un système en équilibre thermique, la température est la même en tout point. Et la loi 0 de la thermodynamique des trous noirs affirme que, pour un trou noir stable, la gravité est identique en tout point de son horizon des événements. Autrement dit, la gravité de surface est constante. Cela signifie que, sans tenir compte du rayonnement de Hawking, la température du système qu'est le trou noir est précisément sa gravité de surface. Vient ensuite la première loi de la thermodynamique. Elle dit que l'énergie ne peut ni être créée ni détruite à partir de rien. Elle ne peut que se transformer d'une forme à une autre. Et que la quantité totale d'énergie reste constante au cours de cette transformation. C'est ce que nous appelons communément la conservation de l'énergie. Dans la première loi de la thermodynamique des trous noirs, lorsque le trou noir absorbe de la matière ou de l'énergie, sa masse, son moment angulaire et sa surface subissent des variations correspondantes. Ces variations sont strictement contraintes par des équations, tout comme les transformations d'énergie en thermodynamique classique. Dans un certain sens, cela peut aussi être considéré comme une forme de conservation. La deuxième loi de la thermodynamique est encore plus célèbre. Elle stipule que l'entropie d'un système isolé ne diminue jamais. C'est ce que l'on appelle la loi de l'augmentation de l'entropie. C'est précisément cette loi qui a inspiré Hawking. En réalisant que la surface des trous noirs n'augmente jamais et ne diminue jamais. N'est-ce pas exactement analogue à l'entropie, cette grandeur physique? Seulement, la surface du trou noir est inversement proportionnelle à sa température. Autrement dit, plus le trou noir devient grand, plus sa température diminue, et plus sa gravité de surface devient faible. Mais aussi faible soit-elle, elle ne devient jamais nulle. Ce qui nous conduit à la troisième loi. La troisième loi de la thermodynamique affirme que il est impossible, par un nombre fini d'étapes, de faire descendre la température d'un système jusqu'au zéro absolu. La version correspondant au trou noir est que la gravité de surface d'un trou noir ne peut jamais devenir nulle. Cette loi exclut l'existence des singularités nues, ces trous noirs extrêmes. Ce sont précisément ces 4 lois qui nous permettent de considérer les trous noirs, ces astres particuliers, comme des systèmes physiques ordinaires obéissant aux lois de la thermodynamique. Mais il y a ici un problème. Si un trou noir a une température, alors il devrait émettre un rayonnement thermique. Or, dans la conception traditionnelle, un trou noir est un monstre qui ne fait qu'engloutir sans jamais rien laisser sortir. Il ne devrait donc pas rayonner d'énergie vers l'extérieur. Pour résoudre ce problème, Hawking a ensuite proposé le célèbre rayonnement de Hawking. Mais cela relève d'un autre sujet. Revenons d'abord à la question de la surface des trous noirs. Puisque nous parlons d'une surface de trou noir qui ne fait qu'augmenter, il faut d'abord savoir comment cette surface est calculée. Un trou noir n'est-il pas simplement une sphère? Ne suffit-il pas d'utiliser la formule de l'aire d'une sphère? Exactement, tant que l'on connaît la masse du trou noir. On peut calculer son rayon à l'aide de la formule du rayon de Schwarzschild, puis l'insérer dans la formule de l'aire d'une sphère. On obtient ainsi la surface d'un trou noir de Schwarzschild statique, non chargé et non en rotation. Cependant, les trous noirs réels ne sont souvent pas statiques, mais des trous noirs de Kerr en rotation. Lorsqu'un trou noir tourne, sa forme n'est plus une sphère parfaite, mais un ellipsoïde aplati, tout comme la Terre, dont la région équatoriale est légèrement renflée à cause de sa rotation. Pour ce type de trou noir aplati et en rotation, il faut ajouter un paramètre de spin à partir du cas statique. Plus la rotation est rapide, plus la surface du trou noir diminue en conséquence. La question est alors la suivante. Comment vérifier si cette loi de l'air est correcte? Les scientifiques ont trouvé une excellente méthode. Grâce aux ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations de l'espace-temps. Lorsque deux trous noirs fusionnent, les énormes perturbations gravitationnelles provoquent des ondulations dans l'espace-temps environnant. Ces oscillations de l'espace-temps sont les ondes gravitationnelles. En analysant les signaux d'ondes gravitationnelles, nous pouvons déduire la masse et le spin des trous noirs qui les ont produites, et ensuite insérer ces valeurs dans les formules pour calculer les surfaces. Il suffit de calculer la somme des surfaces des deux trous noirs avant la fusion, puis la surface du grand trou noir après la fusion, et de comparer les deux résultats. Le 14 septembre 2015,
L'Observatoire d'ondes gravitationnelles LIGO a détecté pour la première fois un signal d'ondes gravitationnelles provenant de la fusion de deux trous noirs. C'était la première observation directe d'un événement de fusion de trous noirs par l'humanité. En analysant ce signal, les scientifiques ont découvert qu'il provenait de la fusion de deux trous noirs stellaires, de masses respectives de 36 et 29 fois la masse du Soleil. Ils ont finalement fusionné pour former un trou noir de 62 masses solaires. À ce moment-là, certains se posent une question. 36 plus 29 égale 65. Où sont donc passées les trois masses solaires manquantes? En bref, elles ont été libérées sous forme d'ondes gravitationnelles. Mais les trous noirs ne sont-ils pas censés être des objets dont rien ne sort? Comment leur masse peut-elle diminuer? Il faut ici clarifier un concept. La masse d'un trou noir dont on parle habituellement inclut en réalité la masse gravitationnelle et la masse équivalente à l'énergie cinétique de rotation. La première est la masse irréductible. C'est la masse fondamentale du trou noir. C'est elle qui correspond au principe du « tout entre, rien ne sort ». La seconde provient du moment angulaire du trou noir. C'est la masse obtenue par conversion de l'énergie via la relation masse-énergie. La somme des deux constitue la masse totale du trou noir. Les ondes gravitationnelles ne libèrent pas la première, mais la seconde, c'est-à-dire la masse correspondant à l'énergie de rotation du trou noir. Revenons maintenant à la surface du trou noir. Après calcul, la surface totale des deux trous noirs avant la fusion était d'environ 235 000 km². La surface du nouveau trou noir après la fusion était d'environ 367 000 km². Il est évident que la surface totale du trou noir a augmenté. C'était la première vérification expérimentale de la loi de l'air des trous noirs de Hawking. Cependant, le signal n'était pas très net. Le rapport signal sur bruit n'était que de 26. On pouvait certes observer une augmentation de la surface, mais avec une précision limitée. Au cours des 10 années suivantes, les scientifiques ont continuellement amélioré la sensibilité de LIGO en modernisant les équipements. Le 14 janvier 2025, LIGO a détecté cette fois un signal d'onde gravitationnelle extrêmement clair, avec un rapport signal sur bruit atteignant 80. Ce signal provenait de la fusion de deux trous noirs situés à 1,3 milliard d'années-lumière. L'un de 33,6 masses solaires, l'autre de 32,2 masses solaires. Ils ont finalement fusionné pour former un trou noir de 63 masses solaires. La surface du nouveau trou noir était nettement supérieure à la somme des surfaces des deux petits trous noirs précédents. La confiance statistique de ce résultat dépassait 4 sigma, atteignant 99,999%. Il s'agit à ce jour de la vérification la plus précise de la loi de l'air des trous noirs. Cette étude a non seulement confirmé la loi de l'air de Hawking, mais elle a également constitué une vérification du théorème de l'absence de cheveux des trous noirs, selon lequel un trou noir peut être entièrement décrit par seulement trois grandeurs fondamentales: la masse, le moment angulaire et la charge. Bien entendu, la charge peut être ignorée pour l'instant, car on considère actuellement qu'il n'existe pas de trou noir chargé dans la réalité. Enfin, revenons à la question posée au début. Le rayonnement de Hawking fait lentement s'évaporer les trous noirs. N'est-ce pas contradictoire avec la loi selon laquelle la surface des trous noirs ne fait qu'augmenter? En réalité, il n'y a pas de contradiction, car la loi de l'air relève de la relativité générale classique, tandis que le rayonnement de Hawking est un effet quantique. Et même si un trou noir venait réellement à rétrécir lentement à cause du rayonnement de Hawking, la deuxième loi de la thermodynamique ne serait toujours pas violée, car même si la surface du trou noir diminue, l'entropie transportée par le rayonnement émis à l'extérieur augmente. La somme des deux fait que l'entropie totale continue d'augmenter. C'est ce que l'on appelle la deuxième loi généralisée. Pour conclure, revenons sur l'ensemble de cette histoire. Depuis la proposition de la loi de l'air par Hawking en 1971, jusqu'à la première détection des ondes gravitationnelles par LIGO en 2015, puis à cette vérification de haute précision en 2025, il y a eu des percées technologiques et des avancées théoriques. D'innombrables scientifiques ont contribué à ce résultat. Avec les progrès de la technologie, on peut s'attendre à ce que de plus en plus de signaux, toujours plus clairs, soient détectés à l'avenir. Pourquoi la surface des trous noirs ressemble-t-elle autant à l'entropie thermodynamique? S'agit-il, à un niveau plus profond, d'une seule et même chose? Peut-être que les recherches futures nous apporteront des réponses. À la prochaine, salut!